Je vais vous présenter les collections design du Centre Pompidou. Tout comme pour le clean-up, les collections design sont une partie du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Donc, le Musée national d'art moderne à Paris, c'est le plus grand musée en Europe. C'est le deuxième musée le plus important aussi sur un plan international, par l'ampleur de ses collections qui comptent environ 140 000 œuvres d'art. Et donc les collections du Musée national d'art moderne vont du début du XXe siècle, des années 1900-1905 à aujourd'hui. Donc ce sont des collections d'art moderne, d'art contemporain, de photographie, de cinéma, d'architecture et aussi de design. Voilà, donc tous les modes d'expression artistique sont réunis. Et les collections design forment un ensemble. Au milieu de ces 140 000 œuvres, les collections design représentent environ 10 000 œuvres. Donc on va dire c'est à peu près un 15e des collections, d'une manière générale, par rapport à celles du Centre Pompidou. Alors les collections design au Centre Pompidou commencent au début du XXe siècle et vont jusqu'à aujourd'hui. Alors la particularité de ces collections, c'est que pendant les années 60 jusqu'aux années 80, existait une entité qui s'appelait le Centre de création industrielle, qui va fusionner avec le Musée national d'art moderne au début des années 90. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'appelle MNAV, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, puisqu'on a deux entités qui fusionnent au début des années 90 et qui marquent les débuts de la collection design, en fait, au Centre Pompidou. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. En fait, le centre de création industrielle était un centre dédié à une sociologie des usages du design, qui explorait le rapport entre design et industrie. Et donc, il organisait des grandes expositions de design, des expos historiques dans les années 60, 70, 80, qui ont eu énormément de succès. Et ils ont constitué petit à petit une collection de design qui a fusionné avec les collections du Centre Pompidou. Voilà, on peut rentrer la première slide. Ah oui, c'est des petits bouts, c'est ça. Il faudrait réduire Voilà, on va réduire la page parce qu'on voit qu'une petite partie. Voilà, donc je vais... Oui, c'est parce que c'est un PDF peut-être qui a du mal à dérouler, c'est pas grave. Donc on va essayer de se débrouiller. Donc comme je vous disais, ce qui caractérise les collections du Centre Pompidou, c'est d'une part de couvrir tout le XXe siècle, d'avoir une collection de design moderne très représentative. Donc on a aussi de grands ensembles, de grands fonds modernes, de Charlotte Perriand, Hélène Gray, de Prouvé, de Marcel Brauer. En fait, tous les grands noms de la modernité vont se retrouver dans ces collections, en particulier la modernité française. Récemment, il y a eu au Centre Pompidou une exposition qui s'appelait l'Union des artistes modernes, qui présentait de nombreuses pièces dans nos collections sur cette aventure moderne qui est le renouveau du mobilier dans les années 20, dans les années 30. Alors ce qui est particulier également dans les collections du Centre Pompidou, c'est qu'on va s'intéresser au langage de création, à la logique de conception des designers, à des moments innovants. Donc en fait, c'est impossible pour une collection de design d'être exhaustive. On ne peut pas être exhaustif, avoir des designers du monde entier, on ne peut pas couvrir les horizons géographiques. Donc c'est très compliqué de se dire voilà quels sont les axes d'une collection. Et donc la collection du Centre Pompidou a décidé de réunir des pièces emblématiques de moments qui étaient des moments de rupture dans le langage de la création du design. Donc évidemment, à l'époque moderne, cela va de soi. Donc là, vous voyez des pièces très importantes, Charlotte Perriand et Hélène Gray. Il y avait une exposition aussi au Centre Pompidou. Ça, c'est une des pièces aussi les plus importantes des collections. La religieuse de Pierre Charot, qui est une pièce très rare. Voilà, ce bureau également pour Mallet Stevens est dans les
les pièces les plus rares aussi des collections modernes. Voilà, il avait été montré dans l'exposition sur l'UAM, moderne à la fois par son usage des matériaux innovants, le métal évidemment avec le bois, et bien entendu par son langage géométrique, voilà, complètement aussi innovant. Robert Mallet Stevens avec ce transat qui était le transat conçu pour la Villa Noailles à Hyères, qui bordait la piscine des Noailles à Hyères. Donc là c'est aussi un nouveau langage qui est le transat qui devient un langage d'expérimentation aussi pour les designers. Marcel Breuer, bien entendu. Voilà, Ludwig Mies van der Rohe. Donc je vous passe rapidement quelques objets, voilà, qui sont des objets importants de ces collections modernes. Donc pour Highland Gray, on a un ensemble également de sa correspondance avec Jean Badovici, voilà, qui était aussi un grand nom de la modernité. Alvar Aalto, voilà, ça vous donne une petite idée des objets modernes qui représentent une partie très importante des collections avec des grands ensembles. Donc à chaque fois, je vous ai montré une pièce, mais il faut se dire qu'on a des ensembles de 10, de 20, 30 pièces, sauf pour Highland Gray ou des designers où il y a relativement peu de pièces, des archives également, comme Jean Prouvé, pour lequel le Centre Pompidou est aussi dépositaire d'archives. Alors là, on est par exemple dans les années 40 avec ce cabinet très, très intéressant d'Ettore Sottsass qui joue avec des formes géométriques, un petit peu comme le néoplasticisme hollandais, et c'était une des influences dans la conception de ce cabinet. Bruno Munari, donc un des aspects de la collection du Centre Pompidou est d'être en dialogue, je parlais de la rupture des langages, mais être en dialogue avec les ruptures esthétiques du XXe siècle qui sont aussi évidemment artistiques. Bruno Munari a été à la fois artiste, designer, pédagogue, c'est une figure polymorphe et donc qui est sans arrêt en lien avec les grands mouvements de la modernité. Donc là, la machine inutile, on peut penser à Calder. Il est le premier avec Calder en 1930 à faire des mobiles. Voilà, et donc là, c'est l'air qui est le matériau principal de cet objet. Voilà, cette pièce à gauche de Sottsass aussi est très rare, la maquette spatiale qui s'inspire de Gabot, de Pevsner, de ces grands sculpteurs des années 40. En haut, Serge Mouille, on a tout un ensemble et des archives de Serge Mouille. Voilà, peut-être, je dirais, une centaine d'objets. En bas, Jean Prouvé, donc la table dite trapèze, qui est aussi un objet assez exceptionnel et qui est devenu très cher de Jean Prouvé. Carlo Monlino, donc pour passer à un autre pays, voilà aussi un objet assez rare dans les collections, avec ce langage organique typique de Carlo Monlino. Voilà, revoilà Serge Mouille, revoilà Bruno Munari. Pour la période pop des années 60, évidemment Paulin, donc il y a eu une exposition, donc on se trouve juste devant d'ailleurs le stand Paulin, donc il y a eu une exposition en 2017 consacrée à Pierre Paulin, et tout un ensemble de dessins, environ 170 dessins, je me souviens j'étais belge dans une autre vie, et qui sont entrés en collection. Voilà, donc qui viennent comme ça en écho aux différents objets de Paulin déjà dans les collections. Joe Colombo pour l'Italie, Archizoom avec tout ce qui est design radical. Donc il joue aussi sur le kitsch, comme on l'a vu, les gonflables. On a une collection importante d'objets gonflables. Là aussi, c'est un nouveau langage dans ces années pop, une nouvelle manière de s'asseoir, de s'approprier l'espace. Les gonflables permettent de faire des objets mobiles qu'on va déplacer, etc. Et on va reconfigurer voilà, différemment son habitat. Là, des pièces très très rares, bon, on ne voit pas très bien, mais ces céramiques de Sottsass sont des ensembles extrêmement rares qui participaient à une exposition à Stockholm en 69. Voilà un très bel ensemble de Werner Ponton.
où là on a une échelle architecturale avec ces objets mobiliers, voilà, qui sont typiques de ces grands ensembles, ces grands environnements, parce qu'à cette époque, les designers pensaient le design aussi comme un environnement global. C'était le cas de Joe Colombo, de Werner Canton et bien d'autres. Donc on retrouve cette dimension-là. Global Tools avec une critique du design, avec des objets pauvres. Donc là aussi on peut penser à l'Arte Povera qui fait écho. Alessandro Mendini, donc on est en train de constituer un ensemble autour de ce grand créateur qui vient de disparaître. Voilà, autour non seulement des années Memphis, mais qui traverse évidemment depuis les années 60 toute la création en Italie. Shiroko Ramata, évidemment, était aussi un des grands designers du XXe siècle, associé un temps à Memphis, mais voilà, qui a travaillé sur la dématérialisation. Pour la France, voici Martin Zekeli, on est dans les années 80, avec un objet qui a été conçu par ordinateur. Donc là aussi, c'était un changement dans le langage de la conception des objets. Voilà, un petit échantillonnage de différents objets de ces années 80. Mark Newson, évidemment. Ron Arad, il y avait une grande exposition aussi Ron Arad. Alors par rapport à la constitution des collections, on remarque que souvent les expositions sont un catalyseur pour faire entrer de nouvelles pièces dans les collections. Donc soit en amont, soit en aval, après une exposition, de nombreuses pièces du designer vont entrer en collection. Alors on a un fonds Stark aussi très important. Donc dans les collections du Centre Pompidou, on a environ 500 designers, la moitié sont français. Par contre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 10% de designers femmes dans les collections, donc relativement peu. Donc on est en train d'essayer de consolider, de renforcer la place des designers femmes dans les collections. Alors on n'a pas de collection graphique très structurée, mais on a le fonds Perrotet avec plus de 300 affiches, et on a surtout en fait le travail de Jean Widmer et Hunziker qui ont travaillé à la conception graphique du Centre Pompidou, donc des graphistes qui sont liés à l'histoire du Centre Pompidou. Alors, en ce qui concerne le design plus récent, donc des créateurs français, bien entendu, Benjamin Grindorge, par exemple. Ici, Joseph Fulch, il est irlandais, mais il travaille dans un renouveau de l'artisanat, avec une conception numérique, mais une fabrication artisanale de cette étagère, qui est assez baroque. Les outils numériques également, on a tout un ensemble d'œuvres qui incarnent ce changement du langage également avec l'arrivée des outils numériques dans les années 2000 surtout. Patrick Jouin a été le premier, même au niveau international, à réaliser des objets imprimés en 3D. Donc vous voyez dans la chaise à gauche qui est un des premiers objets imprimés en 3D. Également François Brumand ou encore Joris Larman, qui est néerlandais mais qui est un des plus créatifs, des plus prospectifs dans le domaine du design aujourd'hui. Donc il s'est inspiré là aussi d'une inspiration organique et numérique à la fois pour la bonne chaîne. Alors Marcel Wanders a fait don d'un ensemble d'objets au Centre Pompidou. Alors quand je dis a fait don, que ce soit des dons ou des acquisitions, cela passe toujours par des comités. Donc à la différence du CNAP, le Centre Pompidou fonctionne d'abord avec un comité des conservateurs. Donc c'est-à-dire que ce sont les 25 conservateurs du musée, donc avec toutes les disciplines confondues, art plastique, photo, etc., qui examinent, qui étudient les propositions des conservateurs. Voilà. Donc ça c'est le premier filtre, et puis c'est le filtre principal. Et ensuite il y aura une deuxième commission d'acquisition avec le board, les personnalités qualifiées du Centre Pompidou, qui vont examiner les œuvres physiquement présentes. Voilà, ils seront confrontés aux objets en tant que tels, mais au départ, la sélection se fait sur dossier avec l'ensemble des conservateurs. Voilà, des pièces récemment entrées d'Andrea Branzi. Donc, quand on a des grands designers, j'évoquais Mendini ou encore Branzi, on essaie de les suivre également.
Donc par exemple, Andrea Branzi, on essaie d'avoir des œuvres de toutes ces périodes. Voilà, donc d'avoir des fonds aussi assez complets de ce créateur. Voilà, récemment, un ensemble de maquettes qui s'appelait Dolmen, et Andrea Branzi s'intéresse beaucoup à l'histoire, voire à la préhistoire. Voilà, une espèce d'étude aux sources du design, où il interroge voilà, donc, les origines des langages. Olivier Van Herp également, pour le recours aux outils numériques, avec ses vases imprimés en argile. Ces chaussures de Francis Bitonti, aussi imprimées en 3D, voilà, à partir d'une conception numérique innovante. Donc on n'a pas de textile, par exemple, dans les collections du Centre Pompidou, si ce n'est s'il y a un domaine de création particulier. Enfin, quand je dis de textile, si on en a, on n'a pas de créateur de mode. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais on a évidemment des œuvres textiles, voilà, mais relativement peu, ceci dit, que ce soit de la période moderne ou aujourd'hui. Voilà, nouveau Joris Larval, donc avec sa conception d'objets extrêmement complexes conçus numériquement, qui lui permet de déployer une complexité de langage impressionnante. Et pour ces différents objets, comme Mathias Bengtsson, qui lui est danois, on essaie d'être prescripteur, donc c'est-à-dire de passer commande à des designers. Donc ça, c'est aussi différent d'une commission d'acquisition, même si après on présente aussi un dossier. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des financements, même parfois privés-publics. Donc cette table de Mathias Bengtsson a été réalisée grâce à une coproduction du Centre Pompidou avec une galerie et avec d'autres partenaires privés. Qui nous ont permis de réunir tous les fonds pour produire cette pièce qu'il aurait été trop cher d'acheter. Parce que c'est une nouvelle technologie, une impression 3D de titane par faisceau d'électrons. Donc c'était quelque chose de très cher et on avait besoin d'un partenariat d'entreprise pour réaliser cette pièce très complexe. Ici, un objet, le pavillon de verre de Roslav Grove, qui a été un don. Pour la collection design du Centre Pompidou, on a 80% de dons, ce qui est énorme. Et ces 10 dernières années, par exemple, si on regarde, on n'a que 20% des objets qui ont été achetés. 80% ont été des dons. Voilà, ce qui est effectivement une très grande proportion. Donc là, ce pavillon a été donné par l'entreprise Lasvit et il est actuellement présenté à la Fondation Canal, Centre Pompidou, que vous connaissez certainement, où il y a différentes expositions de design. Voilà, là on a une vue effectivement du pavillon, voilà, qui lui aussi était très novateur avec ses parois de verre, imprimées aussi avec des technologies de pointe, voilà, et formait une architecture aussi numérique. Cet objet, par exemple, de Michael Hansmeyer, on n'en voit qu'une partie. C'est une sorte de chapelle baroque ou d'apothéose de l'ornement. Donc c'est aussi une production que l'on a faite auprès de Michael Hansmeyer pour cet objet qui exprime jusqu'à quel degré de détail on peut aller dans l'impression 3D. Donc on a une prolifération d'ornements, on est à l'échelle du 10e de millimètre dans le détail de ce qui est représenté. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est comme une sorte de chapelle baroque ou de grotte. Voilà, on a un objet purement expérimental qui est entre le design et l'architecture. Alors on vient d'ouvrir récemment une exposition sur le vivant, la fabrique du vivant. Et là aussi, on a produit des pièces pour cette exposition, comme cette chaise d'Eric Larenbeek, qui est, lui, des Pays-Bas, qui a imprimé en 3D cette chaise en mycélium de champignons. Voilà, donc il a inventé lui-même une technologie en 2012 qui permet d'imprimer le mycélium de champignons vivant, et puis ensuite il y a encore de l'oxygénation pendant un certain temps, et les champignons continuent de pousser. Vous voyez des champignons, voilà, ils ont poussé après l'impression 3D pendant quelques heures où il y avait encore assez d'oxygène dans le mycélium pour pousser. Et ensuite, le processus a été arrêté par le designer en thermochauffant la pièce. Voilà, donc les champignons ne poussent plus.
Et donc on a fait entrer cette pièce en collection. On a fait récemment entrer en collection aussi ces pièces de Tokujin Yoshoka, qui est entre l'art et le design. Tokujin Yoshoka a beaucoup travaillé avec Issey Miyake, qui a été un de ses grands maîtres. Et il a réalisé ces pièces pour un salon à Paris, Maison et Objets, en 2012. Et on a pu les faire entrer en collection. Donc en fait, il s'est intéressé au processus de croissance des cristaux, puisqu'il a plongé une structure de chaise dans un bain salin, une solution saline, et ensuite il y a eu un processus de cristallisation naturelle, voilà, pour ces 3 panneaux et la chaise que vous voyez. Bon, vous allez me dire, ça pose des questions de conservation. Voilà, accessoirement aussi. Après, c'est comme pour l'art contemporain aussi. Voilà, c'est vrai que l'art contemporain, on a aussi beaucoup de matériaux qui sont organiques, de matériaux végétaux. Dans les années 60, beaucoup d'artistes utilisaient des matériaux naturels. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'artistes, Michel Blasi ou autres, donc, utilisent des matériaux évolutifs. Voilà, c'est vrai que ça peut poser des questions. Et ma dernière slide, qui est peut-être pas un peu provocatrice, mais c'est vrai que du coup c'est une œuvre qu'on a fait entrer dans les collections design. C'est le travail d'une artiste en fait, américaine, Alison Kudla. C'est une bio-imprimante qui imprime un gel qui va se déposer et grâce à un algorithme de croissance, le robot en fait va former un principe de croissance. Donc ça va se ramifier de plus en plus, ça va se développer de plus en plus, juste se développant comme un principe de croissance cellulaire. Et donc on a une œuvre évolutive qui est au croisement de systèmes organiques et au croisement de systèmes numériques. Voilà, mais c'est vrai que c'est à la base une œuvre d'artiste. Mais disons que comme on se trouve au Centre Pompidou, on a une plus grande liberté, je pense, pour faire entrer des œuvres transdisciplinaires qui vont questionner le design, mais aussi l'art et pourquoi pas aussi l'architecture. Voilà, merci de votre attention.